Run! Ah la 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 la. Salut à tous, c'est Sully Perfected, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Super Showdown, ce méga live event qu'on attendait tous avec impatience. Je le sais, et vous le savez, vous qui m'écoutez, que vous attendiez ce show avec impatience. Vous avez attendu toute la semaine, vous avez travaillé d'arrache-pied, jour après jour, avec en tête cette date du vendredi 7 juin. Vous vous attendiez à vous mettre peut-être sur AB1 dès 20 h pour le show, ou peut-être sur le WWE Network, à vous mettre bien avec des chips, avec de la bière, du coca, une pizza, ce que vous voulez. Mais non, 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 ça se passe pas comme ça la WWE. Non, jamais. Il faut jamais s'attendre à ce que la WWE fasse ce que vous pensez ou ce que vous attendez qu'il arrive. Et ça n'a pas fait exception à la règle, encore une fois. Bref, on va parler de tout ça, hein. Alors, avec déjà le kick-off, hein. Alors, un match que je n'avais pas mis dans mes matchs potentiels, hein, tout simplement parce que ça a été annoncé plus tard dans la semaine, et vous vous souvenez que j'ai fait ma vidéo pronostic seulement lundi, hein, bien en avance. Et d'ailleurs, entre parenthèses, aucun des matchs potentiels que j'avais indiqués n'a eu lieu, hein, donc c'est quand même une grosse déception, finalement. Alors on va commencer par Revival contre les Usos, donc match de kick-off. Voilà, on a vu que depuis quelques temps ça se fritait entre les deux équipes. En plus on y a ajouté Roman Reigns et Shane McMahon dans l'équation, hein. L'aspect un petit peu familial du côté des Usos et de Reigns. Et puis Shane McMahon qui continue de s'entourer de tous les heels, évidemment, un peu en coward, voilà, de s'entourer de tous les heels. Et donc ils ont intégré ce petit match de kick-off, 7 petites minutes de match, un match vraiment vraiment banal au possible, même si ça reste, on va dire, potable au vu des équipes, hein. Voilà, le résultat, finalement, c'est les Usos qui s'imposent avec un double super kick porté sur Dash Wilder, et c'est Jimmy Uso qui fait le pin. Et voilà, victoire dans un match très banal. Pas surpris par le résultat. Pour être honnête, si j'avais dû parier, j'aurais parié sur les Usos, qui en plus avait pris cher dans le dernier Raw. Et puis voilà, c'est un match gratuit. Et puis comme d'habitude, les Usos, hein, c'est les chouchous de Vince, hein, donc petite victoire maison, tranquillou. Voilà, next, il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'était un match de kick-off très très court et banal. Match suivant qui est donc l'opener. On pouvait s'attendre à Orton notamment, peut-être au Triple H Randy Orton, peut-être la Battle Royale, et bien finalement ils nous ont un peu surpris comme à WrestleMania, puisque c'était le Seth Rollins Baron Corbin. Et oui, encore une fois le titre universel pour faire l'opener. Voilà, ils nous ont encore bien trollé. À partir de là, on pouvait se dire, est-ce que c'est possible que le champion universel change d'identité dès le main event, dès l'opener. Effectivement, pour moi, ça me semblait déjà un peu compliqué, même un cash-in potentiel. Je me disais, ça risque d'être compliqué. Alors, évacuons tout de suite le sujet. Il y avait évidemment le gros suspense par rapport à Lesnar, à Raw, et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo pronostic, Lesnar n'a pas caché, évidemment, il a trollé, il a fait du mind game. Finalement, Corbin a porté un End of Days sur Rollins à Raw, et c'est là que Lesnar est finalement arrivé pour seulement tabasser Seth Rollins, malgré les injonctions de Heyman pour qu'il cache, mais il n'a pas voulu, et il a simplement dit à Heyman, Friday! Donc il nous a donné rendez-vous vendredi pour le cash-in, et donc il ne s'est rien passé, gros troll.
Matt Riddle, pareil, c'était un gros troll aussi, hein, puisqu'il avait posté sur Twitter, il avait donné rendez-vous à Lesnar pour hein, pour ruiner, pour gâcher son cash-in. Et puis finalement ça n'a jamais eu lieu. Et donc finalement ce match a eu lieu, donc Rollins Corbin en opener. Donc bah finalement hein, le match, bah je me disais bien que ça allait pas être un match super intéressant, un match super chiant. Hein. Et ça a été le cas, hein, ça a été voilà, on va dire que ça a été un peu meilleur sur la fin, à partir du moment où Corbin a commencé à apporter ses offenses, son Deep Six notamment, il a eu quelques tentatives, mais globalement ça a été assez chiant, et puis la fin est une pure merdasse, voilà, donc du coup, puisque Corbin s'est énervé, puisqu'il avait une chaise, il a pris une chaise, l'arbitre lui dit non tu peux pas prendre la chaise sinon tu vas te faire disqualifier, du coup il lâche la chaise et puis finalement bah derrière il se fait surprendre avec un roll-up de Rollins et puis voilà, 1, 2, 3 terminé. Donc victoire sur roll-up de Rollins, donc il s'en a été pris à John Cole, l'arbitre, hein, qui est entre parenthèses le père du petit Nicholas, hein, souvenez-vous de petit Nicholas, et voilà, tout simplement il se fait surprendre sur ce roll-up, mais Corbin du coup il n'en reste pas là, il s'énerve et du coup il s'énerve et puis du coup derrière il y a Lesnar qui arrive avec un arbitre. Au passage d'ailleurs je me suis dit mais à quoi ça sert de venir avec un arbitre puisqu'il y en avait déjà un, il y avait John Cone donc ça servait à rien, mais bref, il vient avec Heyman. Finalement c'est là qu'on nous vend quelque chose puisque Heyman trébuche, alors évidemment c'était fait exprès, mais Heyman trébuche et du coup il lâche la mallette et du coup Lesnar n'en profite pas et du coup Rollins en profite, il prend une chaise, enfin il tabasse finalement Lesnar, donc il se venge de Raw, il porte même un cup stomp sur la mallette. Et du coup, Lesnar n'arrive pas à cacher, tout simplement. Mais je trouve que la boulette, donc c'est une boulette hein, de Heyman hein, qui glisse et qui trébuche et qui ne permet pas à Lesnar d'en profiter. Je trouve que c'est intéressant comme angle puisque ça oriente quand même vers probablement de la tension entre Lesnar et Heyman. J'ai quand même cru l'espace d'un instant à un Rollins qui serait le nouveau Polyman Guy. C'était quand même, ça aurait été étonnant, mais j'y ai pensé à l'espace d'un instant. J'ai cru aussi plus tard que Lesnar allait botter le cul de Heyman hein, lorsqu'ils sont revenus plus progressivement vers les coulisses. Finalement, il n'en a rien été, mais j'attends de voir la suite des événements. Mais il y aura sûrement de la tension à venir entre Heyman et Lesnar. Mais c'est bien, en tout cas je suis content qu'il n'y ait pas de cash-in en Arabie Saoudite, ça m'aurait vraiment fait chier comme je l'avais dit. Maintenant ce qui me fait chier c'est qu'il va y avoir un rematch entre Corbin et Rollins à Stamping Grounds hein, puisqu'il l'a dit, ça a été officialisé. Corbin a gueulé en coulisses en interview en disant que voilà avec ce qui s'est passé avec l'arbitre c'était une honte et je veux mon rematch, voilà, et donc ça a été obtenu, donc on va se taper un nouveau Corbin Rollins à Stamping Grounds, bien que comme je l'avais dit je voyais plutôt un Styles Corbin au vu du début de feud, mais Styles peut-être est beaucoup plus blessé et beaucoup plus indisponible qu'on ne le pensait finalement. Bref, voilà, ça m'intéresse pas trop ce rematch. Et voilà, donc le match très moyen, 11 minutes d'opener. Et pas grand chose à dire, un petit peu mieux sur la fin, mais voilà, j'en attendais pas plus que ça. Et donc le Rollins qui reste logiquement champion universel. Match suivant, Demon Balor contre Andrade dans un match d'une durée équivalente hein, et c'est déjà une surprise en soi puisque ça a duré également 11 minutes alors qu'on aurait pu s'attendre à un match court, voire un squash ou un semi-squash. Il n'en a rien été puisque ça durait quand même 11 minutes, ce qui veut dire qu'Andrade a réussi à mettre Balor en difficulté. À noter le public hein, qui à l'image de tout ce show aura été quand même assez mort, mais durant ce match en particulier il a été particulièrement absent. Ça a été vraiment un silence de cathédrale, c'était limite flippant et malaisant. Mais le match était de bonne qualité, il faut le dire. Il y a quand même un kick out. Alors, il y a quand même un kick out de Balor
sur le Hammerlock DDT, le finisher d'Andrade. À partir de ce moment-là, t'as tout de suite compris que Balor était imprenable. Absolument imprenable. Si kick out de l'Hammerlock DDT, bah, c'est terminé quoi. Et puis ça se termine avec un très bel enchaînement que j'ai trouvé sympa. Un enchaînement DDT de la 3e corde porté par Balor, suivi d'un coup de grâce. Donc voilà, victoire évidemment sans surprise de Balor qui conserve son titre intercontinental. Et comme je vous le disais dans ma vidéo pronostic, à partir du moment où on nous vend le Demon Balor, bah à ce moment-là, tu sais tout de suite qui va gagner, hein, forcément. Il n'y avait pas de suspense particulier. Et quand même, le match était quand même plutôt de bonne qualité. Et à mon sens, c'était mon meilleur match. Pour moi, c'était mon match préféré de la soirée. Et puis finalement, c'était quelque chose de possible, hein, de plausible, puisque c'était quand même une belle affiche sur le papier. J'avais juste une crainte que ce soit un squash ou un semi-squash, mais du coup, vu que le match a duré plus longtemps que prévu, bah, ça en a fait un match de bonne qualité. Voilà. Je veux pas parler d'enterrement ou de mise à mal, enfin de fin, de push ou je ne sais quoi pour Andrade. Ça serait stupide de le dire. Et puisqu'il a quand même mis en difficulté le Demon Balor, donc à partir de là, on peut pas parler d'enterrement ou de je ne sais quoi. À noter que voilà, forcément, on pouvait pas faire venir, à part Renee Young au commentaire, on n'a pas pu faire venir les femmes, et du coup, Zelina Vega n'était pas là. C'est vrai que ça manque hein, comme quand il n'y a pas Zelina Vega aux côtés d'Andrade. Mais le match, voilà, c'est peut-être le seul match que je vous recommanderais de regarder si vous n'avez pas encore vu le show. Match suivant, Roman Reigns contre Shane McMahon. Match de 9 petites minutes. Voilà, match qui me hypait pas particulièrement. De toute façon, la feud me faisait chier. Et le match se termine avec un Roman Reigns qui fout une droite à Shane McMahon. Mais Shane, du coup, en prenant la droite, il recule. Et du coup, il faut un coup de coude à l'arbitre sans faire exprès, Charles Robinson. Et du coup, pendant que l'arbitre Charles Robinson est du coup... comme ça fait ça, du coup, après le coup qu'il a reçu, et ben Drew McIntyre qui était ringside hein, pendant le match, il faut le noter, il a été présenté par Shane McMahon en début de match. Du coup il était dans le ringside, il était dans le coin, et du coup il en a profité dans le dos de l'arbitre pour prêter un Claymore Kick sur Roman Reigns. Du coup, oui, je vous le donne en 1000. 3e victoire de suite dans un show principal pour Shane McMahon après WrestleMania et Money in the Bank où il bat 2 fois le Miz. Victoire quand même de prestige sur Roman Reigns. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Ça me paraissait quand même plutôt évident que Reigns l'emporte en tant que gros visage de la compagnie. Et que Shane s'attribue encore une 3e victoire de suite dans un gros show, au calme, très étonnant. Maintenant, il faut noter que j'ai fait mes pronostics lundi, sauf que dans l'Euro qui a suivi, donc le soir même, on nous a annoncé qu'il y aurait un match entre Roman Reigns et Drew McIntyre à Stomping Grounds. Donc à partir de ce moment-là, lorsque tu sais qu'il va y avoir un match entre Drew McIntyre et Roman Reigns à Stomping Grounds, tu peux te dire que Drew McIntyre va avoir un rôle très important dans ce match de Super Showdown. Et bien sûr, c'est arrivé. Et là, tu pouvais te dire qu'éventuellement, il pourrait participer à la défaite de Reigns si on nous build ce match pour Stomping Grounds. Et effectivement, du coup, ce résultat n'est plus une surprise. Voilà. Comme je vous disais, moi j'ai fait mes pronostics avant Raw, donc je ne pouvais pas savoir encore qu'il allait y avoir ce match. Mais je vous avais dit qu'il y avait des rumeurs quand même de handicap match entre Shane et Drew McIntyre et Roman Reigns, mais plutôt pour Extreme Rules, ce qui n'est pas encore quelque chose d'impossible, hein, puisque voilà, il y a déjà un match, McIntyre et Roman Reigns qui va être une revanche de WrestleMania, et peut-être que selon le scénario du match, ça va nous permettre d'avoir un handicap match pour Extreme Rules, puisque la feud va peut-être continuer encore. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que même si voilà, McIntyre malheureusement en est rendu un rôle d'enforcer, un rôle de bodyguard pour Shane, il est quand même protégé et il est buildé fort, comme un homme fort, comme un danger, et c'est lui qui fout à terre Reigns, et c'est lui qui permet à Shane de s'imposer. Donc moi ce qui me ferait bien plaisir, c'est que Drew McIntyre batte Roman Reigns de façon clean à Stomping Grounds. J'espère sans l'intervention de Shane.
mais j'ai bien peur qu'il intervienne, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Drew peut se débrouiller tout seul, et j'espère qu'il sera voilà celui qui va faire tomber Reigns à lui tout seul, et peut-être dans l'optique de le faire monter encore plus haut pour le titre universel face à Rollins dans une feud, peut-être une feud pour SummerSlam, pourquoi pas, entre Rollins et Drew McIntyre. Mais voilà, le match est très moyen, très fade. Voilà. Il y a eu un peu de prise de MMA de la part de Shane comme prévu. Mais voilà, il n'y a pas eu grand chose de notable. C'était très moyen. Donc, next. On va passer au match suivant. Le 3-on-1 handicap match entre la Lucha House Party et Lars Sullivan. 5 minutes. 5 minutes. Je n'en aurais attendu un petit peu moins même. Et donc, c'est quand même le premier match. Il faut le dire. Le vrai premier match de Lars Sullivan dans le main roster, et ça se sera passé en Arabie Saoudite. Lui qui avait en plus tenu des propos racistes dans le passé, hein, c'est quand même l'ironie du sort. Mais putain, quel match de merde, et surtout la fin. C'était incroyable cette fin avec une disqualification, parce que étant donné que c'était un match handicap en fait. Il fallait que les membres de la Lucha House Party fassent le tag pour, du coup, comme un match par équipe, fassent le tag pour entrer sur le ring. C'était pas les 3 contre 1 en même temps. Donc du coup, il fallait tourner. Donc c'était toujours du 1 contre 1 en réalité. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, il y en a 2 qui attaquent Lars en même temps, et puis du coup, l'arbitre est obligé de sonner la cloche, de faire sonner la cloche et de disqualifier la Lucha House Party, ce qui fait que c'est une victoire de Lars Sullivan, mais non pas clean, mais par DQ. Alors qu'en plus, ce sont les faces qui font ça. Ce sont les faces qui se font disqualifier. C'est n'importe quoi. Le but de ce match était quoi normalement? C'était que Lars détruisent ses 3 adversaires en battant donc quand même 3 adversaires d'un coup, ce qui leur est rendu vraiment fort, dominant et très dangereux. Sauf que au lieu de ça, ils te le font gagner par disqualification. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Est-ce qu'ils veulent protéger la Lucha House Party? Ça aurait été grave qu'ils prennent le pin, la Lucha House Party, sans déconner. Alors que normalement, les 3 auraient dû finir entassés les uns sur les autres, et que Lars Sullivan n'ait plus qu'à poser le petit doigt sur les 3 corps entassés. C'était ça qu'il fallait faire pour finir le match. Et le pire, c'est qu'en plus, ce qui aurait dû avoir lieu, ils te le font après le match. Après le match, il les détruit. Il les détruit les 3. Et c'est ça qu'il fallait faire. Ils te le font après le match. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Prolonger la rivalité? Alors que ça aurait dû se terminer comme ça, la rivalité, on en finit là. Lars détruit tout, le petit doigt ou le pied, enfin vraiment un truc très à la dilettante où il a plus rien, il a pas besoin de faire grand chose pour gagner, et terminé. C'est quoi cette connerie quoi? C'est n'importe quoi, voilà, 5 minutes de grosse merde, et j'en arrête là parce que ça m'énerve ce match. Match suivant, Triple H contre Randy Orton. Je vous l'avais dit, Triple H il adore se faire plaisir avec des matchs longs, chiant comme la pluie, en s'accordant les matchs marathons de la soirée. Et encore une fois, il s'accorde le match marathon de la soirée. 25 putains de minutes. 25 putains de minutes quoi. Alors, en ce qui concerne l'entrée, il s'est pas foulé, Triple H, il nous a fait une copier-coller de son entrée de WrestleMania, sur sa grosse moto, là, avec son foulard, là, comme ça. Bref, il s'est pas fait chier. Intéressant quand même de voir, lorsque, juste au moment où le match allait commencer, les Saoudiens qui ont chanté NXT, ça, c'était la grosse surprise, je m'y attendais pas, et ça fait plaisir. Peut-être un effet Mansour, hein, puisqu'il est à la NXT, hein, Mansour, le Saoudien, dont on reparlera d'ailleurs plus tard. Mais voilà, comme prévu, match chiant à mourir. Je le craignais, hein, de toute façon. Voilà, mais pas de surprise de ce côté-là. Et puis le grand retour de Orton, le Headlock Master, hein, qui te fait des prises de tête comme ça, et ça dure un quart d'heure. Tu restes comme ça, t'as le temps d'aller chier, t'as le temps de te prendre un café, tu reviens ici,
Et Orton est toujours en train de faire sa putain de headlock. Et ces rest holds duraient des heures, c'était putain chiant comme la pluie, et ça m'avait vraiment pas manqué quoi. Et puis bon bah il y a un échange de prises où déjà t'as Triple H qui kick out du RKO, donc à ce moment-là putain tu te dis oh là là putain ok le gars il se permet de kick out du RKO, juste derrière t'as un pedigree de Triple H, je me dis putain si Orton ne se relève pas c'est vraiment une putain de honte, et heureusement Orton kick out du pedigree. Sinon j'aurais vraiment ragé sévère. Et puis ça se termine avec à un moment donné où Triple H enchaîne les belly to back suplex sur Orton pardon, sur la table des commentateurs à 4 reprises quand même, donc il prend cher Orton. Et puis là à ce moment-là Triple H prend un peu son temps, voilà, il se pavane là avec le public, et puis tout à coup il remet Orton dans le ring, il revient, et puis bon bah là on se doute qu'il va y avoir un truc, et puis évidemment il se fait surprendre par un RKO et victoire. Donc quand même enfin Triple H se laisse perdre, hein, il n'avait pas perdu depuis John Cena, hein, contre Greatest Royal Rumble, si je ne m'abuse, oui. Puis il y avait son match avec Stephanie contre Ronda et Stephanie, et Ronda et Kurt Angle. Mais après ouais il avait enchaîné quand même des victoires avec la Brothers of Destruction contre eux, face à Taker, et puis face à Batista récemment à WrestleMania, et là enfin il repère, donc c'était mieux je pense de faire gagner Orton. En plus on parle de lui peut-être dans une rivalité face à Roman Reigns peut-être, donc je pense qu'il vaut mieux laisser gagner celui qui est un peu plus jeune en plus, hein, quand même, un peu plus jeune, bien plus jeune même, Orton. Et le match, on va dire qu'il était pas si mal que ça, mais disons que le truc c'est qu'il était beaucoup trop long. Si ils en avaient fait un match d'1 quart d'heure, ça aurait été déjà beaucoup plus digeste. Et puis ils veulent en faire toujours un. À chaque fois, Triple H il veut se faire des matchs super longs. Il veut nous raconter une espèce d'histoire en faisant des matchs épiques. Mais moi, c'est pas comme ça que ça me met dans le match en me disant ah oui, oh là là, il kick out, oh là là, oh mon dieu, oh il se relève, oh un deuxième RKO, oh là là, victoire d'Orton, génial. Non, j'arrive pas à m'investir comme ça. Et moi, je suis fait chier quoi. C'était un petit peu mieux sur la fin, mais les 2 tiers du match, on s'ennuyait ferme quoi. Alors heureusement oui, il y a le RKO qui est une prise mondialement connue, qui a rendu Orton connu dans le monde entier, et on sent qu'il est bien apprécié en Arabie Saoudite, hein, il est plutôt over. Et le public n'attendait que ce RKO, et il l'a porté une première fois, et puis c'était bien de conclure le match sur ce RKO, cette fameuse prise qui donc est populaire quand même auprès des Saoudiens, et voilà, ça fait un petit moment sympa, et le public était content. Voilà, tout simplement. Mais le match était beaucoup trop long, comme d'habitude, 25 minutes. On peut pas supporter autant que ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, il y aura pas de suite particulière à ce match. Hein, c'était un one shot et puis voilà, terminé. Il continue sa tournée des Grands Ducs. Et puis le prochain show, peut-être en Arabie Saoudite, il va se faire quoi? Lesnar, il va se faire Kane. Qu'est-ce qu'il va se faire d'autre comme légende quoi? Il va continuer sa tournée des Grands Ducs, hein, avant la retraite peut-être. Bref, on va passer donc, avant de passer au match suivant, il y a eu quand même un petit segment dans l'avion. Hein, on a vu R-Truth dans la semaine, dans une vidéo YouTube, il avait quand même perdu le titre face à Jinder Mahal à l'aéroport. Il est parti dans l'avion ensuite, Elias, et puis on a retrouvé ensuite à plusieurs mètres d'altitude, hein, bien sûr, du coup R-Truth qui essaie de retrouver Mahal, et du coup il a levé plusieurs couvertures, et puis finalement il a fini par retrouver la trace de Mahal avec la ceinture qui était posée sur lui, et puis il y avait un arbitre qui était près de lui, et puis il a fait un petit tombé tout doucement, enfin pendant qu'il dormait. Alors évidemment on l'a déjà eu avec Briscoe, hein, avec Patterson à l'époque, avec la hardcore, le hardcore championship, hein, donc c'est pas nouveau, hein, comme façon de faire. Et donc il récupère sa ceinture, tout le monde se réveille, évidemment tous les catcheurs voient R-Truth, et du coup ils le poursuivent et ils s'enferment dans les chiottes. Ça se termine comme ça le segment, donc c'est rigolo. Voilà, ça sert à ça aussi le titre. Je pense que j'en attendais pas plus que ça, faire les petites vidéos sympas sur la vidéo YouTube de la WWE, ça va leur permettre d'avoir peut-être plus d'abonnés, plus de vues.
plus de likes, et voilà, ça va servir à ça. Et puis ça va servir du coup à faire des petits trucs comme ça, un peu what the fuck, dans des conditions comme ça, dans l'avion, dans l'eau, ou voilà, comme ça. Ou comme R-Truth récemment avait repris le titre à Elias sous le ring. Voilà, c'est arrivé aussi ça comme ça cette semaine. Voilà. Mais ça va juste servir à ça, quoi. Donc c'était drôle de récupérer donc du coup ce titre, et ça fait quand même 5 titres de champion, hein, quand même pour R-Truth. On sent que c'est quand même un grand pote de Vince, hein, 5 fois champion 24/7, c'est quand même assez fort. Allez, match suivant, Bobby Lashley contre Braun Strowman, un match de 8 minutes, j'en attendais pas plus que ça, entre deux bourrins, RAS on va dire, match boring as fuck. Il y a quand même d'abord un kick out de Braun sur un power slam, hein. Et puis Lashley fait pareil, c'est beaucoup plus étonnant, puisqu'il kick out d'un power slam de Braun. Alors c'était pas vraiment un running power slam, c'était plutôt un power slam sur place, mais il se dégage quand même. Et mais finalement ça se termine avec 2 power slams portés d'affilée par Braun sur Lashley, et victoire 1-2-3, voilà, terminé pour Braun, qui règle l'affaire en 8 minutes, end of the story. Et je pense que Braun avait vraiment besoin de cette victoire, et que c'est bien pour lui, et c'est tant mieux. Une bonne victoire en pay-per-view, voilà, face à un homme fort. De toute façon, voilà, c'était une victoire un peu gratuite, hein, voilà, et puis un build-up vite fait bien fait, voilà, avec ce bras de fer de merde lors du dernier Raw. Ce match, on va vite l'oublier. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les deux hommes pour la suite des événements, mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Peut-être que ça va permettre surtout à Braun de se relancer, mais pour l'instant je vois pas trop ce qu'ils vont faire de lui. Allez, on va passer tout de suite au match suivant entre Dolph Ziggler et Kofi Kingston pour le titre de la WWE. Bref, il faut le dire, c'était un match assez décevant. Un match assez décevant, qui aurait vraiment pu être bien meilleur, qui n'a duré que 10 minutes. C'est pas une super durée, 10 minutes. Comme prévu, Xavier Woods était dans le coin, hein. Et comme je vous avais dit dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit que Woods serait peut-être le facteur X. Et effectivement, puisque à un moment donné, Dolph Ziggler à l'extérieur du ring porte un super kick sur Xavier Woods, et Xavier Woods finalement se vengeait en portant une sorte de Ditsugiri ou un roundhouse kick sur Ziggler, qui était près de l'extérieur. Et derrière, Trouble in Paradise, hein, Kofi en profite et s'impose sans surprise, hein, évidemment. Il pouvait pas y avoir de changement de titre, hein, c'était plutôt un challenger de transition, hein, Dolph Ziggler, on le sait. Donc pas de surprise pour un adversaire vraiment bouche-trou, et voilà quoi. Mais c'était vraiment très décevant, très décevant. Moi je suis pas rentré vraiment dans ce match. C'était assez fadasse. Et j'arrive même pas, à part la fin, voilà, à part l'intervention de le super kick de Ziggler et la vengeance de Woods et le Trouble in Paradise de Kofi, je me rappelle de rien d'autre en fait. C'est ça qui est triste. Et voilà, je me souviens de l'après-match où Kofi vient voir les enfants pour célébrer. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça aurait pu être sympa pour que Lesnar intervienne là, puisque vu qu'il a pas réussi à cacher sur Rollins, ça aurait pu être, il aurait pu finalement se reporter sur Kofi, ça aurait pu être marrant, et puis ça aurait pu faire son effet. Bon, ils l'ont pas fait finalement. Et puis finalement, backstage, Dolph Ziggler a fait une interview, il était pas content, il a traité Kofi de lâche, et puis finalement il lui dit il veut un rematch, mais cette fois-ci dans un Steel Cage match, et ça a été officialisé donc à Stomping Grounds, on aura un match, rematch contre Kofi Kingston pour le titre WWE dans une Steel Cage match. Alors évidemment ça n'empêchera pas forcément Woods de ne pas intervenir, puisqu'il peut tout à fait monter sur la cage, il n'y a pas de toit, hein, c'est pas un nocelle, il peut passer par la porte, enfin bref, il peut y avoir des choses quand même intéressantes. Maintenant je vois pas trop ce qu'ils vont faire avec Ziggler, pour moi c'est un bouche-trou, il ne sera jamais champion. Maintenant ça peut aider à builder quelque chose, et d'ailleurs je suis triste, enfin je trouve ça, je regrette, je déplore qu'il n'ait pas essayé, puisqu'on a revu dans les images là, dans les images d'archives qu'ils ont montré dans les weekly là, on a vu que Biggie, hein, faut s'en souvenir, c'était quand même le garde du corps de Ziggler à l'époque quand il était champion du monde poids lourd avec Jelly. Ils auraient pu utiliser cet angle là de Biggie à l'époque, et ils n'ont pas exploité le filon, c'est bien dommage. Alors peut-être qu'on le verra plus tard, mais bon, après Biggie est blessé, c'est dommage. Mais peut-être qu'il pourrait revenir, et puis je sais pas, trahir Kofi, rejoindre Ziggler à nouveau, il y a des choses à faire. Mais malheureusement, ils n'utilisent pas ça, ils n'utilisent pas l'histoire.
Et c'est bien ça, et c'est le problème avec le WWE, c'est qu'il respecte, il y a pas vraiment de cohérence, on respecte pas l'histoire, on revient pas sur des anciennes choses pour builder les feuds actuels, c'est dommage. Il y avait des choses ça s'écrivait tout seul. C'est dommage. Mais voilà, peut-être que Woods va trahir Kofi quand même, hein. Il peut y avoir des choses, parce que ça a été un peu mis en suspens, cette histoire d'agression sur Biggie, hein. Pour l'instant, on n'en a pas reparlé cette semaine. Mais peut-être que ça reviendra sur le tapis. Mais voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais voilà, il faut le faire. Mais on verra bien avec le Kofi Ziegler, peut-être que ça va nous lancer quelque chose, on sait jamais. Mais voilà, en tout cas le match était très décevant avec seulement 10 petites minutes. Match suivant, c'était donc la grosse bataille royale, hein, à 50 hommes, comme prévu. Alors comme on a vu tous les hommes entrer là, hein, ensemble, beaucoup de mecs de 205 Live, hein, comme je vous l'avais dit, on a vu Cario, on a vu Drew Gulak, on a vu Jack Gallagher notamment, je crois qu'on a vu aussi Tony Nese, hein, le champion même, hein. Voilà, il y avait pas mal de mecs, et de la NXT finalement on en a vu qu'un, c'est Mansour, hein, le saoudien, donc le régional de l'étape, hein, finalement, et c'était le seul mec de NXT, donc j'étais étonné, je m'attendais à plus que ça. On a noté aussi le retour des Cam, hein, des EOP. On savait qu'il était revenu, et donc là on a vu les EOP qui étaient au complet. Et puis il y a eu des entrées ensuite, des entrées individuelles comme le Miz, Joe, Cesaro, Titus O'Neil, hein, bien sûr, avec ce running gag du Titus World Slide. Évidemment, il n'est pas tombé, il nous a vendu le truc, mais il n'est pas tombé en arrivant. Puis Elias qui est arrivé. Finalement Elias est arrivé en trashant quelques participants comme d'habitude, et le Miz tout de suite fonce sur Elias avant le match et le remet dans le ring, et le match commence comme ça, et puis voilà, avec une rapide élimination des Singh Brothers, hein, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Ils ont été soulevés tout de suite, ils ont été éliminés, les premiers. Un passage que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y avait, comme je vous disais, j'avais un peu peur pour la visibilité, et effectivement ils n'ont pas fait ça sur deux rings, hein, ça m'aurait surpris. Ils ont mis les 50 toms dans le même ring, et c'était illisible au début, illisible. Il y avait vraiment peu de place, on pouvait pas trop respirer, et donc ça c'était un peu compliqué. Après, ce qui était un peu plus sympa, c'est un peu plus tard, lorsqu'il y a eu un brawl entre trois teams, entre AOP, Heavy Machinery et les Viking Raiders, hein, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et qui étaient là aussi. Et d'ailleurs, ils sortiront vainqueurs de ce match à 3, on va dire, en éliminant tout le monde, sauf Otis, qui était donc resté encore sur le ring. Mais sinon, Tucker et les AOP étaient éliminés. Titus sort ensuite de sous le ring, hein, il était planqué, j'ai pas trop compris pourquoi. Toujours peut-être un rapport avec le Titus World Slide, mais j'ai pas trop compris ce qu'il foutait sous le ring. Et en plus, Titus, en sortant du ring, sort les Viking Raiders tous les deux, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Finalement, Shelton Benjamin élimine Titus, Buddy Murphy, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi, ensuite dans l'indifférence générale se fait éliminer, Samoa Joe élimine Hawkins et Ryder, Rowan, donc là on a à nouveau un passage un peu tag team, donc Rowan, hein, qui est champion par équipe de SmackDown, sans Daniel Bryan, hein, je vous avais annoncé éventuellement un match potentiel avec face au Heavy Machinery et Rowan et Bryan, et puis finalement bon, Bryan est toujours fidèle à sa ligne de conduite, ne va pas en Arabie Saoudite. Donc Rowan était là, lui, dans la bataille royale. Il sort Otis, puis Xavier Woods, donc Heavy Machinery, les New Day, donc on retrouve un peu les équipes. Rowan qui est ensuite éliminé par les Usos, donc à nouveau une équipe, et donc les Usos qui éliminent Rowan par un double super kick, et ensuite les Usos sont ensuite éliminés par Revival, donc encore une équipe, et puis évidemment ça continue à alimenter la feud entre les deux équipes, et Revival sont eux-mêmes éliminés par Matt Hardy, évidemment encore une équipe, enfin on peut l'associer bien sûr à Jeff Hardy, mais qui est blessé actuellement, et ensuite Hardy, mais aussi Cedric Alexander sont sortis par Cesaro. Nakamura ensuite est éliminé par Sin Cara. Ouais, ok, on sait pas trop pourquoi. Et Sin Cara est vengé par l'un partenaire ou ancien partenaire, on sait pas trop, Rusev, donc qui élimine Sin Cara. Et Rusev et Robert Roode sont éliminés par le Miz. On peut noter d'ailleurs que Robert Roode n'a plus sa moustache, il a laissé pousser le bouc, donc ça n'aura pas duré très longtemps cette histoire de moustache. Et donc Rusev et Roode sont sortis par le Miz, et le Miz sorti par Elias, et on se retrouve alors avec un final 3 contre 3, 3 heels contre 3 face, Ricochet, Ali, Mansour d'un côté, et Cesaro, Joe, Elias de l'autre. Donc on retrouve le Pakistanais d'origine, Ali, et le Saoudien, le régional de l'étape, c'était à prévoir. Samoa Joe est sorti par Ricochet et Ali à la fois.
mais Cesaro venge Samoa Joe en sortant allié ricochet d'un coup. Puis Mansour élimine Cesaro. Et puis on se retrouve donc avec une finale entre Mansour et Elias, hein, le public évidemment est en feu. Et surtout, Mansour arrive à éliminer Elias. Et oui, la surprise, hein, puisque Mansour était même pas annoncé dans ce match. Et en plus, il est même pas dans le même roster. Donc c'est le seul gars de NXT qui était représenté. Donc c'était quand même une petite surprise. Même s'il y a un journal, apparemment, enfin un site, qui a annoncé finalement que Mansour risquait d'être vainqueur. Hein. Il y a eu un petit spoiler avant. Bon, il a fallu le lire avant, mais bon, il restait peu de temps avant le match pour le voir. Voilà, bon, ça a servi à faire plaisir au public saoudien pour le feel good moment. Voilà, rien de plus. À noter une petite poignée, quand même une petite poignée de main de Ali qui était resté encore juste derrière la barricade là, au passage sur Mansour. Voilà, le petit côté fair play de la chose. Mais ouais, ça, sur le principe, ça reste assez surprenant puisqu'il était même pas dans les cotes. Enfin, il était loin, enfin, il était même pas là. Enfin, c'est vraiment une victoire maison. On a l'impression que lorsque l'Arabie Saoudite a demandé à avoir Super Showdown, ils ont aussi réclamé. Ils ont aussi réclamé une victoire au passage de leur héros local. Et voilà, mais bon. Avec quand même une belle somme d'argent en retour, hein, évidemment, hein, on le sait. Mais voilà, c'est un peu la petite victoire maison, pourquoi pas. Voilà, heureusement le match 18 minutes n'a pas duré trop longtemps. C'était l'essentiel. Parce que voilà, fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais donc c'était pas si long que ça. Pas grand chose à dire. On a eu le passage clin d'œil au tag team. Un final feel good, on va dire, pour le public. Point barre. Et à noter, pas de Lars Sullivan, pas de Braun Strowman, pas de Drew McIntyre, que j'avais oublié de vous mentionner, puisqu'effectivement il faisait aussi partie des favoris. J'avais oublié de vous le mentionner dans ma vidéo pronostic, donc je le précise. Il était aussi favori, mais il n'était même pas dans les participants. Donc pas de Lars Sullivan, pas de Braun, pas de Drew, et heureusement pas de Lesnar et pas de Bray Wyatt, hein, surtout Bray Wyatt. J'avais surtout pas envie qu'il fasse son grand retour et ses grands débuts à Super Showdown, et surtout dans une bataille royale de merde. Bref, donc un match assez bordélique donc et assez illisible les 2 tiers du temps. Ça a été un petit peu mieux une fois que ça s'est déblayé. Et le finish, voilà, qui nous raconte une petite histoire avec les 3 heels, les 3 faces. Et donc la victoire locale. Sinon, RAS, on va dire, match un peu osef. Et enfin, on termine avec le main event. Taker contre Goldberg. Alors mais que foutait Kamel Wally pour frapper à la porte de Goldberg, hein, lol, parce que voilà, il y avait un mec qui ressemblait un peu à Kamel Wally, je trouve, qui a frappé à la porte de Goldberg. On remarque tout de suite sur le front une petite écorchure de la part de Goldberg, puisque là, traditionnellement à chaque fois c'est un peu débile, mais bon bref, il aime bien se foutre des coups sur la gueule, là, se taper la tête contre les murs pour se faire une petite blessure au front, et il est arrivé comme ça avec une petite cicatrice, une petite écorchure, et ça a sûrement servi plus tard. En tout cas c'était beau de voir lors de l'entrée de Goldberg, c'était beau de voir les Saoudiens qui entonnaient un nom juif, hein, de cette façon. Goldberg, Goldberg, ça c'était vraiment le petit moment sympa. Déçu d'ailleurs par l'entrée de Goldberg qui n'est pas rentré avec sa fumée habituelle, comme à SmackDown d'ailleurs. Il n'est pas rentré avec son entrée fumée, où il avale toute la fumée, c'est dommage. L'entrée de Taker par contre elle avait une toute autre gueule, avec les prêtres de la nuit là. Qui tenaient chacun un flambeau, voilà, visuellement plutôt une belle entrée pour Taker avec cette lumière un peu bleutée, c'était très bien. Et on attaque tout de suite hein, dans le vif du sujet, 2 spears direct par Goldberg pour commencer, mais kick out de Taker. Heureusement, parce que là, si ça avait été un squash, ça aurait été un peu con. Il se relève façon Taker, d'ailleurs, old school, hein, façon mort-vivant. Goldberg qui pisse le sang ensuite, hein, donc parce qu'il rentre dans le poteau. Donc c'est là que je me suis dit que le fait qu'il se fasse cette petite écorchure habituelle au front, et puis du coup qu'il rentre dans le poteau, ça a servi facilement à ouvrir cette plaie et du coup à pisser le sang. Bien que voilà, il y a des avis qui divergent. J'ai l'impression qu'il y en a qui disent que c'était une erreur ou un botch de se fracasser la tête comme ça et de saigner. Mais je pense que du coup, à partir du moment où il faisait cette petite écorchure, je pense, à mon avis, que c'était fait aussi pour rajouter un peu de dramaturgie, un peu comme le match de Double or Nothing entre les frères Rhodes, quoi, un peu, hein, avec Goldust. Et puis ensuite il y a donc une fois qu'il y a ça, ce moment où il pisse le sang dans Goldberg là, et du coup, choc slam, tombstone pile driver sur la tête, porté par Taker sur Goldberg, donc carrément la tête de Goldberg
boum. Là déjà il a failli le tuer, ok. Et ensuite, c'était le festival ce match. On a quand même une tentative de spear de la part de Goldberg, déjà le troisième. Et là surtout, le passage malaisant au possible. Tentative de jackhammer, mais a priori, enfin visiblement elle était trop sonnée Goldberg par rapport à ce tombstone ball driver. Et plus le fait de s'être fracassé la tête sur le poteau. Du coup, il n'arrive pas à tenir le jackhammer. Il tient pas le poids de Taker et du coup il se renverse et ça se transforme en espèce de souplex limite brainbuster où Taker du coup a failli se tuer en réceptionnant presque sur la tête, enfin, quasiment oui. C'était horrible à voir. Gros botch. Et en plus Goldberg ne s'arrête pas là puisqu'il tente lui-même un tombstone pile driver, mais pareil il tient pas, il s'écroule. Donc botch numéro 2 encore pour Goldberg. Donc là à ce moment-là je vomis tout et du coup voilà, il préfère, visiblement le match a été raccourci, voilà, tellement il était KO Goldberg, et du coup Taker préfère en finir avec un choc slam vraiment très petit, sans amplitude, choc slam de merde. 1, 2, 3 terminé. Lol, victoire de Taker. Mais quel match de merde, quel match de merde, quelle putain de honte. C'est incroyable que je suis pas un professionnel, je suis qu'un fan qui fait des vidéos. Mais tous les gens, je lis des forums, je participe à des forums, j'écoute les youtubeurs. Combien de fois des gens des fans disent qu'il faut que les vieux arrêtent à un moment donné et que la retraite aurait dû sonner pour eux depuis des années. Et Taker et Goldberg, c'est pareil. Et on a la preuve qu'on avait raison, à nouveau. On a la preuve, la putain de preuve. Goldberg, avec son cardio de merde. De toute façon, au dernier SmackDown, quand il est arrivé sur le ring pour sa promo, il transpirait déjà de la tête, du front. Il s'essoufflait déjà. Enfin, c'était évident qu'il allait avoir à nouveau un match court. 8 minutes 30, hein, pour rappel. Et encore, c'est un peu plus long que ce que je pensais. Je m'attendais à 5 minutes. 8 minutes 30, ça reste court, heureusement d'ailleurs. Mais il n'y a plus de cardio, il n'y a plus rien. Et puis c'est pour faire des botches. Le gars, il a pas catché depuis 2 ans. Un match face à Goldberg, à Lesnar. Taker, on le sait, il nous fait plus qu'un match ou 2 par an. C'est pathétique. C'est pathétique ces 2 hommes-là. C'est des robots, c'est des morts vivants sur le ring. C'est le cas de le dire pour Taker. Mais je veux plus voir ça, c'est une putain de honte, c'est un match, c'est un main event, bordel de merde. C'est pas un pay-per-view officiel, certes, ça reste un gros live show, mais ça reste quand même, mais pas un house show banal. C'est un gros show d'Arabie Saoudite, avec quand même des grosses affiches là, quand même, avec un Taker, Goldberg, sur le papier, c'est quand même first time ever. Et l'Arabie Saoudite a la teneur de ça, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais le match, bien sûr, il a beaucoup trop de retard, il arrive avec plus de 10 ans de retard ce match. Donc on le savait que ça allait être un match de merde. Mais ce match est une putain de honte et on l'a vu à la gueule de Taker à la fin du match. On savait qu'il était déçu. Et d'ailleurs, on a appris backstage que visiblement, ça s'est un peu frité entre les deux. Taker en voulait à Goldberg, qui lui-même ensuite s'est excusé, heureusement. Parce que c'est pas possible, Goldberg, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et c'est une honte. C'est une honte. Mais je n'excuse pas non plus Taker pour ce pile driver horrible aussi, puisque la tête est complètement écrasée sur le sol. Normalement, ça doit pas être le cas. Et il n'est pas protégé du tout sur ce coup-là. Les deux emmerdés, je suis désolé. Et ce match, ça vaut un épisode de Botchamania à lui tout seul. Et il y en aura sûrement beaucoup d'extraits dans le prochain épisode de Botchamania. Vous le verrez. Mais c'est inenvisageable de voir ça encore en 2019. Je ne veux plus voir ces 2 hommes. Je ne veux plus les voir. Terminé, ils ont fait une belle carrière, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter et partir dignement, tout simplement, comme Kurt Angle l'a fait. On sentait que sur la fin, ça devenait compliqué pour les matchs de Kurt Angle. Et ben il a fait son dernier match. Il a dit, c'est mon match de retraite et j'arrête. Voilà, point barre. Et au moins, lui, il a porté ses couilles. Il va pas nous faire un match en Arabie Saoudite pour faire son grand retour au bout de 10 ans, alors qu'il a plus rien dans les chaussettes, quoi. Et c'est n'importe quoi. Et je suis énervé, en colère contre un match pareil. Ça peut pas faire un main event de show comme ça, de gros show. On peut plus faire ça. On ne peut plus vivre une chose pareille. Et je pensais peut-être qu'il allait avoir un double disqualification, un truc un peu qui protège les deux, peut-être pour nous builder un truc encore pour SummerSlam. Mais là, j'ai vraiment plus envie. Vraiment rien. Non, stop, qu'on arrête sur ce match-là. Stop, terminé. Je veux plus les voir.
plus les voir, je ne peux plus les voir en pâture, et ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est une putain de honte. Une putain de honte. Et maintenant, on va passer au bilan. Au bilan, bah évidemment, on est obligé de dire, puisque on peut l'inclure, si on doit l'inclure dans les autres pay-per-view officiels, même si ce n'est pas véritablement un, c'est bien sûr le pire show de l'année. Pire show de l'année, juste devant Money in the Bank, hein, même si je sais que beaucoup de gens ont plutôt apprécié le show, moi je l'ai pas aimé. Money in the Bank reste quand même mais un peu meilleur. C'est pas compliqué, mais celui-là, il est dégueulasse. Ce show est encore dégueulasse. Et je pense que le seul show qui pourrait être pire que Super Showdown cette année, ce sera le deuxième show en Arabie Saoudite qui est prévu au mois de novembre. Voilà, il y a que celui-ci, je pense, qui peut l'inquiéter, parce que les autres pay-per-view, voilà, ils vont pas être, ils seront peut-être pas toujours, il y en aura des bons, il y en aura des moyens, des médiocres, mais ils seront pas pires que Super Showdown, c'est pas possible, c'est pas possible. Même si, allez, hiérarchiquement, c'est un peu meilleur que Crown Jewel, parce que voilà, Crown Jewel, c'est, je pense, le pire du pire. Hein, c'était pas compliqué de faire mieux, mais voilà, mais il y a beaucoup trop de matchs de merde. Le main event, c'est de la merde. Le Braun Lashley, c'est de la merde. Le Ziggler, Kofi, c'est très décevant. Triple H Wonderton, beaucoup trop long, beaucoup trop de longueur. C'est chiant à mourir. Le Shane Reigns, pareil. Il y a beaucoup trop de matchs comme ça. Le Lars Sullivan contre la Lucha House Party, pareil. Bref, il y a beaucoup trop de choses comme ça. Et voilà, moi, qu'est-ce que j'aurais... Finalement, ça sera plus rapide de dire ce que j'ai apprécié. Ce que j'ai apprécié, c'est le Andrade Balor. Le Andrade Balor. Voilà, en fait, il y a que ça que j'ai véritablement apprécié. Voilà. C'est tout. Et un petit moment ou deux de la bataille royale, voilà, notamment le passage par équipe. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste... ça me fait chier, quoi. C'était long. Heureusement, ça n'a pas duré 5 heures, ça a duré 4 heures. Enfin, 5 heures avec le kick-off compris. Mais sinon, le show principal, ça a duré 4 heures. Même, ou un peu moins, 3h50. Mais c'est déjà bien assez. Mais c'était chiant. Et puis le public, il n'avait pas. Ça aide aussi le public à aimer les shows. Double or Nothing, il y avait de l'ambiance. Et ça contribuait aussi à la qualité du show. Là, il n'avait pas d'ambiance, c'était creux. Puis on a vu que le public s'était clairsemé. C'était pas plein, voilà. Le public était chiant, il se faisait chier, on n'entendait rien. Voilà. C'est ça aussi le problème. Donc un show avec personne, pas d'ambiance, peu de gens dans le public, peu d'ambiance, on se faisait chier et les matchs étaient pas bons. Voilà, enfin c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude et on va répéter ça. Imaginez qu'ils sont partis pour 10 ans comme ça. Et là c'est que la deuxième année. Donc ça veut dire qu'on part pour 8 années à faire 2 shows par an saoudiens, hein, et on est condamné à se coltiner ça. Et je pense que ça va être très compliqué de contrer ça. On n'y arrivera pas. Parce que c'est la poule aux œufs d'or pour le WWE. Donc ils vont pas cracher là-dessus. Ils leur donnent un tas de pognon pour faire ça. Donc ils vont le faire. Et ils vont se mettre à plat ventre sur les Saoudiens. Devant les Saoudiens pour nous proposer des matchs donc on ne veut plus voir. Qu'on ne veut plus voir. Et puis Triple H, voilà, qui va affronter Kane. Il va affronter Lesnar la prochaine fois. Il va affronter qui encore comme vétéran, quoi. Il va tous les faire. Le Big Show. Vous voulez un Big Show Triple H aussi, hein, en novembre, au prochain show en Arabie Saoudite. Vous voulez un Big Show Triple H? Ils vont le faire. Vous allez voir. Ils sont capables de le faire. De toute façon, c'est que ça. C'est que des matchs d'anciens avec Triple H et qui durent 25 minutes. Bref, rien à battre. Voilà. Donc un show vite oubliable qui risque d'être le pire show de l'année. Pendant toute l'année, hein, je pense que lorsqu'on fera le bilan à la fin de l'année, on se dira, bah, Super Showdown, évidemment. Bref, voilà, on finit ce show énervé. De toute façon, j'en attendais pas plus de ce show, et ça a servi aussi pas mal à builder les prochains shows, puisqu'on est déjà à 5 matchs bookés pour Stamping Grounds, avec 2 matchs de championnat masculin, hein. On aura le Ziggler Kofi pour dans un Steel Cage match, on aura le Corbin Rollins à nouveau, on aura le Reigns McIntyre et on aura un Bayley Bliss, puisque Bliss a gagné un Triple Threat match contre Carmella et Charlotte cette semaine à SmackDown. Heureusement c'était pas Charlotte, hein, tant mieux, ça nous fera des vacances. Donc Bayley Bliss pour le titre de SmackDown et on aura un Becky Lacey Evans à nouveau pour le titre de Raw. Donc voilà, on a déjà 5 matchs bookés pour Stamping Grounds, hein. Il faut quand même noter que c'est déjà dans 2 semaines, donc évidemment il faut booker un max de matchs. Ça sera forcément a priori un show meilleur
que Super Showdown. Bref, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne, c'est le plus important. Un remerciement que je n'ai pas fait dans ma vidéo pronostic, c'est pour les 200 abonnés. La barre a été enfin franchie, j'en suis à 203. Vraiment, merci, merci, merci. À mon niveau, 200 abonnés, c'est beaucoup. Et c'est vraiment super. Voilà, un youtubeur français qui fait 200 abonnés en parlant de catch, ce qui est pas, c'est quand même pas forcément une discipline très connue et qui passionne beaucoup de gens en France. Et pour moi, 200 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne pour ça, et ben je trouve ça très bien. J'en suis heureux, je vous remercie. Et pratiquement 100 vues pour ma vidéo pronostic de Super Showdown. Également, très belle performance à mon niveau, à mon humble niveau, et j'en suis très heureux, et je vous remercie, et j'espère que vous allez continuer à me supporter, à me suivre. Et petite dédicace à Jay Marksons, alias Brett Angle. Je le remercie puisqu'il a fait une dédicace lors de ses pronostics de Super Showdown. Donc je le remercie pour sa dédicace, et je lui retourne, du coup, je lui renvoie l'appareil. Donc Jay Marksons, merci beaucoup à toi. À bientôt l'ami. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, et surtout d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, malgré tout, et on essaie de rester positif, et vive le catch. Ciao à tous.